Merci Anne et merci de votre invitation. Donc, comme on a un petit comité, n'hésitez pas à poser des questions si vous fouillez. Mais en tout cas, à la fin, on ne peut pas le faire. Alors, je voulais faire un petit peu un point sur ce qu'il y a de neuf, parce qu'on va parler sur le maladie d'Alzheimer, en parlant du traitement, en parlant des grandes campagnes de prévention, et vous risquez d'en parler ici à Toulouse. Donc, on va faire un petit peu ensemble le point. Alors, je vais partir d'un peu loin, parce qu'il y a des choses qui ont beaucoup évolué. Je repars 10 ans en arrière, en fait. Je ne repars pas si loin que ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ces 10 dernières années? Alors, ces 10 dernières années, la maladie a changé. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, quand on enseignait la maladie d'Alzheimer, on ne disait absolument pas ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, nous sommes bâtir aujourd'hui. On présentait la maladie d'une autre façon. C'est une maladie dont la définition a changé. En 10 ans, on a aussi accès à énormément de données qui nous ont permis de mieux comprendre et de mieux connaître l'évolution de la maladie, ce qu'on n'avait pas à disposition avant. Et puis, la révolution récente, pour laquelle je n'ai pas trop de choses à présenter en termes de données, mais on pourra en parler sur ce que ça va changer dans l'approche de ces maladies. Ce sont les biomarqueurs sanguins de la maladie qui arrivent. Alors aujourd'hui, ils arrivent dans le domaine de la recherche. Vous verrez dans une diapositive qu'aux États-Unis, il vient y avoir l'approbation pour l'utiliser en team aussi. Donc, c'est vraiment des choses qui sont en train de bouger beaucoup. Et puis, il y a un deuxième volet qui est la prévention de la maladie d'Alzheimer. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut ou pas prévenir cette maladie? Et là, on a beaucoup de nouveautés. On a beaucoup d'essais cliniques qui se sont mis en place. Et on a aussi, je partirai de là tout à l'heure, les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, qui viennent de paraître d'ailleurs il y a peu de temps. Alors, cette maladie, elle a quelque chose de très étrange. C'est qu'elle a été découverte dans les années 1900 par Alois Alzheimer. Elle a été complètement ignorée en France et dans le monde, jusque dans les années 2000. C'est quand même incroyable. Et au moment où on en reparle en France, il y a quand même plus de 500 cas. Donc c'est quand même assez rare d'avoir une maladie qui a une fréquence aussi importante dont on ne parle pas. On ignore. Donc ce qui s'est passé, c'est que il y a des plans de santé publique, le ministère de la Santé qui mettent de l'argent sur des plans de santé publique, le plan cancer, le plan maladie rare, le plan autisme, c'est le plan autisme, le plan nutrition. Et maladie d'Alzheimer. Dans les années 80, on n'en parlait pas. Dans les années 90, on n'en parlait pas. Il y a même quand même eu un haut conseil de la santé publique qui a fait un rapport, sur l'état de santé en France. 500 000 cas, mais on n'en parle pas. C'est une maladie fréquente. Et tout d'un coup, ça passe de silence radio, on ne parle pas de cette maladie, à un statut de priorité de santé publique. Et là, il y a 3 plans successifs, 2001, 2004, 2008, avec 2008, c'est un peu l'apothéose, c'est le plan présidentiel Alzheimer, qui a une particularité qui n'est pas le plan qui est rattaché au ministère de la Santé. C'est un plan qui est rattaché à tous les ministères. Il est au-dessus du ministère, et ce qui fait que pour la première fois, c'est le président de la République lui-même qui tirait un petit peu les ficelles, ce qui a pu faciliter un certain nombre de choses, en particulier la communication. Et c'est un plan qui a été envié par tous nos collègues étrangers, qui ont dit « Mais qu'est-ce que vous avez en France? Un président qui s'intéresse à la maladie d'Alzheimer ». Et finalement, ce plan, il a fait beaucoup de choses sur la structuration des soins en France, puisque c'est à ce moment-là qu'ont été construits les centres mémoire et de ressources. Il y en a 25-27 en France. Ça a marqué tout le territoire. Ça n'existait pas avant, ce plan-là, ce plan Sarkozy. Ça n'existait pas avant. Mais par contre, pour la recherche, il y a eu très très peu. Donc on a fait beaucoup de tapage sur ce plan. C'était bien pour le soin, c'était bien pour parler de la maladie, mais en recherche, on n'a pas eu grand-chose. Par contre, nos collègues étrangers, pris d'envie soudaine de copier ce qui se passait en France, eux ont mis beaucoup d'argent sur la recherche. Ils ont petit à petit, et des plans dans tous les pays, et les aux États-Unis, alors là, ils ont beaucoup fait de lobbying auprès du Congrès, et ils ont mis des millions de dollars pour la recherche, et ça aide, on voit que ça peut aller vite. Bon, j'ai mentionné le dernier plan parce qu'il y a quand même Toulousain qui l'a co-dirigé chaque année à Dormanode. C'est le plan maladie neurodégénérative 2014-2019. Il a comme particularité de ne pas avoir d'argent, ce plan. Mais pareil, de feuilles de route, on fait des livres, on fait des...
Donc, on a des objectifs et voilà, et la semaine prochaine, on a encore une réunion à Paris sur ce plan, alors qu'il n'y a pas les moyens. Vous voyez, donc c'est comme ça en France. Il y a quelquefois, on a des grandes idées, on a des grands plans et on n'a pas de moyens, mais on n'en pas. Voilà, ça c'est les points positifs. Et dans les dernières estimations qui datent de 2014 et c'est pareil, qui avait estimé 1,2 million cas en France de ces maladies, donc c'est une maladie extrêmement fréquente. Et l'OMS, oui, pareil, il n'en parle pas beaucoup. Et il commence à en parler en 2017, il y a 50 millions de cas dans le monde. Donc, on est quand même, peut être frappé en tant que professionnel de santé publique de voir comment une maladie aussi fréquente fait aussi peu parler d'elle. Peut-être que c'est parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Voilà. Alors, l'Organisation mondiale de la santé a quand même fait un rapport un peu global et qui intégrait la maladie d'Alzheimer en faisant des plans d'action sur les maladies chroniques. Et il a sorti à peu près de façon beaucoup militante un rapport sur la prévention du déclin des fonctions cognitives. Et c'est là, je me suis basée un petit peu sur son rapport pour vous montrer comment finalement, à partir d'informations validées, on pouvait faire des recommandations au niveau mondial. Alors juste quand même, vous dire que c'est important, je suis surtout convaincue, parce qu'on a tous des expériences, hélas, malheureuses autour de nous, sur cette maladie, ceux qui n'ont fait que témoigner de sa fréquence. Aujourd'hui, c'est la 7e cause de décès dans le monde, la maladie d'Alzheimer, et c'est la 2e cause de décès dans les pays qui ont un bon niveau socio-économique tel que le nôtre. Hein. Voilà, en termes de nombre de décès, c'est une maladie qui est voyeuse de décès. Alors, si on compartait 10 ans en arrière, je vous la présenterai comme ça et je vais la présenter comme ça aux étudiants. C'est cette maladie. La maladie d'Alzheimer est un continuum clinique entre je vais bien, je commence à avoir une plainte de la mémoire subjective, peut-être importante ou pas, et puis on me fait passer des tests et là j'ai un déclin cognitif, on atteste d'avoir un déclin cognitif, des anomalies au niveau des performances de mémoire et la maladie évolue jusqu'à un stade qu'on appelle de démence. Alors quand j'utilise moi le terme démence parce que c'est un terme scientifique, ça veut dire la démence de type Alzheimer, c'est une maladie d'Alzheimer qui est suffisamment évoluée pour entraîner des troubles dans la vie quotidienne de la personne. Tant qu'il n'y a pas de troubles dans la vie quotidienne, c'est une maladie d'Alzheimer qui n'est pas à ce stade de démence. Et on parle de stade de démence quand il y a des répercussions importantes dans la stade de la vie quotidienne. Aujourd'hui, il y a l'oubli, les gens utilisent peu ou plus ce terme parce que dans le langage commun, le démence, c'est un terme qui a d'autres connotations. Moi, je l'utilise parce que c'est le terme scientifique. Alors voilà, ça, je présentais ça pendant le temps. Voilà comment cette maladie arrive, se déclare. En 2013, il y a un Américain, Jack, qui publie un papier. Je crois que c'est la figure qu'on a le plus vue dans tous les congrès autour des neurosciences, des maladies neurodégénératives. Il a révolutionné, Jack, la vision qu'on avait de la maladie d'Alzheimer, parce que lui, en premier, a fait un modèle complètement théorique, où il a dit, cette maladie, certes, se présente sous la forme de troubles cognitifs, et c'est la partie verte là, le gris bleu, vraiment, comme dit. Mais avant se passe plein de choses. Avant, on a une modification des protéines au niveau du cerveau. Si on est capable d'aller le mesurer, on peut les voir, ces modifications. Et donc, ça se fait aujourd'hui, là, en routine. On fait un prélèvement du liquide céphalorachidien, on fait piquer au niveau de la bande vertébrale. On prend un plus liquide, on fait une mesure des biomarqueurs. Et puis, il y a aussi, beaucoup moins contraignant quand même, l'imagerie médicale qui est capable, en injectant un produit, de marquer les protéines anormales de la maladie d'Alzheimer dans le cerveau, in vivo chez les sujets qui vont très bien. Donc, il déclare ça, il montre un modèle théorique que tout le monde finalement a utilisé et réutilisé. Et puis après, il y a énormément de données qui ont été générées par des cohortes qui ont démontré finalement qu'il avait raison. C'est-à-dire que bien avant que la maladie ne se déclare, on a une accumulation de protéines anormales dans le cerveau. Si on est capable de les voir, de les mesurer, eh bien on peut porter un diagnostic de quelque chose qui est une maladie d'Alzheimer, mais qui en aucun cas une démence, puisqu'à ce moment-là, la personne ne se plaint de rien. On peut détecter par le biais de ces biomarqueurs des troubles. Puis jusqu'à voir petit à petit, il y a une série de biomarqueurs
Mais et ça finit par les troubles cliniques, des troubles, voilà. Et l'année dernière, il y a une très belle synthèse qui a été publiée dans le Lancet par Philippe Scheptens, qui montre que, et qui fait la synthèse de toutes ces données, et qui montre que 15 ans, 25 ans, avant nos cocktails diagnostic de démence de type Alzheimer, eh bien, on a une maladie qui existe. Elle est sous-jacente, mais elle ne parle pas. C'est une maladie insidieuse que l'on a en taux, puisque finalement on a l'accumulation de protéines anormales. Et cette maladie, elle va parler ou pas parler, plus ou moins tôt, plus ou moins tard. Et c'est comme ça qu'on fait la distinction aujourd'hui entre la maladie, qui est d'avoir des protéines anormales dans le cerveau, et la démence de type Alzheimer, qui est le stade ultime de cette maladie. Voilà, donc c'est comme si c'était un expert avec une maladie, pendant longtemps on ne la voit pas, et tout d'un coup, la maladie se déclare, c'est à ce moment-là que les troubles arrivent. Alors, les facteurs de risque. Si on fait la synthèse, parce qu'il y a une littérature très très abondante sur ces facteurs de risque. Si on fait la synthèse de ces facteurs, on se rend compte que dès le in utero, on est exposé aux facteurs liés à notre mère. On va dire ça remonte à loin et on va voir lesquels. Tout au long de la vie, on est exposé à des facteurs. Le poids de ces facteurs n'est pas le même selon l'âge auquel on est exposé à ces facteurs. Donc ça rend l'analyse de cette maladie particulièrement complexe. Et même à un âge avancé de la vie, on est exposé à des facteurs et ça peut changer les choses. Alors, le facteur le plus important, celui que personne ne remet en cause, c'est l'âge. L'âge est le facteur principal de risque de développer une maladie d'Alzheimer. Et quand on parle de ça, et c'est ça la nouveauté des 5 dernières années, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière l'âge. On ne sait pas ce qu'il y a derrière l'âge. L'âge, tel que présenté ici, c'est notre âge civil, c'est-à-dire c'est le temps qui nous sépare de notre naissance. On sait bien aujourd'hui, quand on se regarde, quand on se compare, deux individus de même âge ne vont pas avoir le même profil physique, fonctionnel, biologique, bien sûr. Et donc aujourd'hui, il y a une nouvelle science qui s'appelle les géosciences qui tente de mieux définir l'âge d'un individu. Donc, vous voyez, peut-être que demain, notre âge civil ne sera pas aussi intéressant que notre âge biologique. Mais pour l'instant, quand même, celui auquel on fait référence, c'est l'âge chronologique, l'âge civil. Donc, vous voyez que la maladie augmente de façon exponentielle avec l'âge, à partir de 65 ans, avec une petite différence entre les hommes et les femmes. Chez les plus jeunes, les plus âgés, ce sont les hommes qui sont le plus à risque de développer la maladie. Et plus on avance dans le temps, plus les femmes sont à risque de développer la maladie. Et ce n'est pas forcément simplement lié au fait que le pape vit plus longtemps. C'est lié à des facteurs. On n'a pas encore on ne connaît pas encore toutes les raisons de cette différence vocale, mais les femmes ont plus de risques de développer la maladie d'Alzheimer à des âges âgés. Alors, les facteurs in utero, ce sont les facteurs liés à la mère. La nutrition, évidemment. Tout ce que va faire notre mère peut impacter. Alors, comprenez comment il est difficile après de rattacher une exposition in utero, qu'on a du mal à quantifier un œuf dont on ne se rappelle pas, et dont une personne d'entre nous ne se rappelle pas non plus, à ce qui va se passer après. Il y a quand même des cohortes entières qui montrent qu'il y a certains facteurs qui semblent être très liés à la survenue de la maladie d'Alzheimer. Et c'est le moment où les facteurs génétiques entrent en jeu. Alors, la maladie d'Alzheimer, en soi, c'est pas une maladie génétique. Et il y a quelques rares cas des formes familiales, paléontosoliques dominantes, qui sont des formes finalement qui ont moins de 5% des cas de maladie d'Alzheimer. C'est pas la maladie d'Alzheimer dont on parle tous les jours. Ces formes de maladies familiales ont une particularité, c'est qu'elles se déclarent très jeunes. Bon, ils avaient à 40 ans, 35 ans quelquefois. Elles se déclarent jeunes, elles ont une évolution assez défavorable. Et ce sont des maladies familiales. Il y a des familles en Colombie notamment, il y a une forte imprégnation de maladies d'Alzheimer importantes sur lesquelles il y a des études, parce que ça, ils suivent des familles entières de personnes qui sont atteintes de maladies d'Alzheimer. Chez la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie scomatique qui arrive comme ça, on a la majorité des cas, mais on peut avoir une susceptibilité si on est porteur de certains gènes. C'est-à-dire on peut avoir un petit peu plus de risque que les autres si on est porteur de certains gènes, en particulier
l'allèle 4 de la polypocontinue E qui doit parler pour certaines personnes qui s'intéressent au cholestérol, parce que ça le change de petit peu en programme. Alors, c'est le facteur génétique qui est le plus reconnu et qui est le plus associé en termes de force d'association à la survenue d'un d'Alzheimer, mais que, voilà, si on fait un peu le panorama de tous les facteurs génétiques, parce que la génétique, ça de magique, c'est qu'avec les nouvelles techniques, là aussi en 10 ans, on parlait que de la POL4, et en 10 ans, une multitude de facteurs génétiques sont apparus. Alors c'est vrai que le dernier plan Alzheimer a financé une fondation Alzheimer qui était dirigée par William, qui s'intéresse beaucoup à la génétique, donc qui a quand même eu un fort même impact de la France sur cette recherche en génétique. Donc voilà un petit peu aujourd'hui. Alors il y a beaucoup de facteurs dont on parle de façon récurrente dans la littérature, mais quand on regarde le poids que ça représente par rapport à la PE4, c'est relativement faible. Alors un facteur important, c'est le niveau d'éducation avec les données récentes. Jusqu'à présent, on disait que bien sûr, plus on a une communication élevée, plus il semble, non pas qu'on soit protégé de la maladie, mais qu'elle s'exprime plus tardivement. Ça, c'est facteur lié au niveau d'éducation. Récemment, c'est-à-dire en 2019, il y a un papier que je trouve extrêmement intéressant et pertinent, qui est un papier français, et qui a regardé l'effet de la réforme Berthoin, qui a augmenté de 2 ans l'âge de la scolarité obligatoire. Donc, la fin de la scolarité est passée de 14 ans à 16 ans. Et qu'est-ce qu'ont fait ces épidémiologistes? Ils ont juste regardé, si on prend 5000 sujets juste avant la réforme et 5000 sujets juste après la réforme, est-ce que je suis en capacité de démontrer que après, c'est mieux qu'avant, sur le plan du fonctionnement cognitif? Alors, ils ont fait ça dans une cohorte française, et ils ont montré qu'en haut, chez les femmes, finalement, chez les femmes, il y a une augmentation lentement progressive. Petit à petit, on a un niveau d'éducation qui augmente progressivement d'année en année sans réforme, et du coup, les fonctions cognitives augmentent aussi chez les femmes. Mais chez les femmes, il n'y a pas d'effet de la réforme, il n'y a pas de son significatif. Chez les hommes, il y en a pas. Donc chez les hommes, c'est bien une augmentation de la cognition. Là, je te fais mourir l'organe. C'est une augmentation des performances cognitives. Après la réforme, chez les hommes, le fonctionnement cérébral marche mieux. Chez les femmes, quand on analyse plus finement les choses, c'est quand même assez intéressant. Elles ont plus de signes de dépression. Alors ça, c'est difficile à interpréter, mais finalement, ces femmes qui ont acquis un niveau d'éducation plus important, elles ont un petit peu plus de signes dépressifs, peut-être parce qu'elles n'ont pas pu mettre en pratique après ce niveau d'éducation pour faire autre chose, hein, parce que la vie les a, pour certaines, empêchées de travailler. Donc c'est intéressant de les regarder en détail. Qu'est-ce qui fait que chez les femmes, on n'a pas pu voir ce saut significatif? Donc ce niveau d'éducation, comment ça marche? On n'empêche pas la maladie de survenir. Mais plus on a un niveau d'éducation élevé, plus on est en capacité de résoudre des problèmes. Donc on a une flexibilité, une plasticité cérébrale qui fait qu'on va s'adapter à des difficultés nouvelles plus facilement que ne le ferait quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être en face de tests, de difficultés, de problèmes. Et donc ce qu'on appelle la réserve cognitive, les sujets qui ont un haut niveau d'éducation, ils ont une réserve cognitive plus élevée que les autres. Donc, même si la maladie arrive, et même si elle s'installe, et même si elle est sévère, la maladie s'exprimera plus tard chez eux. Alors on se rassure, même si on n'a pas eu un niveau d'éducation élevé, ça se rattrape. C'est-à-dire tout n'est pas figé dans le temps. Alors là, j'ai les données les plus pertinentes, elles sont américaines, elles sont un peu anciennes, mais je trouve qu'ils ont fait un travail assez remarquable. Ils ont pris 1000 vétérans au moment de leur entrée dans le service militaire, finalement. Ils ont évalué leur fonction cognitive et ils ont revu à 71 ans l'âge moyen, c'est-à-dire ils ont analysé à 18-20 ans. Et puis à 71 ans, ils ont regardé leur parcours de vie et ils ont pu montrer que les sujets qui avaient un bas niveau d'éducation au départ, mais qui avaient eu durant leur vie une activité professionnelle un peu stimulante, un peu demandeuse, et bien ces gens-là ont rattrapé le retard. Donc ils ont démarré de bas, mais ils ont rattrapé le retard, et donc ils sont mieux armés après pour éventuellement faire face à cette maladie. Vous voyez qu'il y a tout un tas de paramètres qui interviennent tout au long de notre vie.
À l'âge adulte, c'est-à-dire plutôt l'âge moyen de la vie, 45-55 ans, les facteurs qui interviennent le plus sont les facteurs de risque cardiovasculaire. Pendant longtemps, on pensait que les facteurs de risque cardiovasculaire étaient des facteurs liés aux démences de type vasculaire, mais pas à la maladie d'Alzheimer. Maintenant, avec les analyses plus fines, on sait que ce sont des facteurs qui entraînent, qui vont augmenter le risque de développer une maladie d'Alzheimer. Et ces facteurs, on les a tout au long de notre vie. Mais notre difficulté en termes d'épidémiologie pour les analyser, c'est que si on est exposé à ces facteurs à l'âge moyen de la vie, on a beaucoup plus de risques de développer une maladie d'Alzheimer que si on est exposé à ces facteurs à un âge plus avancé. Donc en fait, pour bien tenir compte du poids de ces facteurs de risque, il faudrait suivre les individus toute leur vie, mesurer toute leur vie l'exposition à des facteurs. Vous voyez que la chose n'est pas aisée. Donc l'hypertension à l'âge adulte augmente le risque de démence, surtout vasculaire, mais quand même aussi de type Alzheimer. Et le diabète augmente aussi le risque de démence, y compris les démences de type vasculaire. Et alors l'OMS recommande très fortement d'agir contre l'hypertension et contre le diabète, sans le rattacher forcément aux troubles cognitifs, à la maladie d'Alzheimer. Mais ils disent que quoi qu'il en soit, il y a tellement d'effets délétères d'être exposé à l'hypertension ou au diabète qu'il faut, dans tous les cas, lutter, qu'on ait ou pas de troubles cognitifs, qu'on souhaite prévenir ou pas une maladie comme la maladie d'Alzheimer. Les autres facteurs sont l'obésité et l'hypercholestérolémie, toujours pareil, à l'âge moyen de la vie. Et là encore, l'OMS fait des recommandations un peu plus soft quand même, mais elle recommande quand même que pour les sujets d'âge moyen qui ont un surpoids, eh bien, on pourrait peut-être leur proposer d'avoir des interventions pour finalement peut-être retarder le déclin des fonctions cognitives. Donc, vous voyez que quand même, le surpoids, l'obésité rentrent dans les recommandations de l'OMS. Alors, ce sont des recommandations qui ont un poids plus ou moins important. Le facteur qui a un poids très très important, c'est l'activité physique. Et alors là, la littérature, elle est extrêmement concordante. Plus on en fait, mieux c'est. On n'est pas obligé de faire du sport. On peut faire un peu de marche, on peut bouger. Ce qu'il faut, c'est ne pas être sédentaire, surtout. Et là aussi, la façon de mesurer tout ça, il est complexe, mais on y arrive. Et chez des sujets qui sont en bon état de santé, on voit que plus les sujets sont exposés à une activité physique régulière, et bien plus ils sont en train de protégés de développer une maladie d'Alzheimer et de la diminution du risque de l'ordre de 40%. Donc on est sur des chiffres importants. Donc ces études, elles sont très nombreuses, mais il y en a une récente qui va dans l'autre sens. C'est-à-dire, c'est l'étude récente qui a porté sur une analyse vie entière et qui, elle, ne montre pas ce lien. Elle ne montre pas, dans la version publique, elle ne montre pas cet effet protecteur. Vous voyez là, on re-questionne. C'est-à-dire, alors on croyait qu'on était au moins sur ce facteur-là, on était tranquille, on a eu une valeur pertinente, une donnée sûre, et bien là, à nouveau, on re-questionne. Est-ce que finalement, on n'a pas mesuré quelque chose qui n'était pas le bon critère de jugement? Voilà, les quelques études qui ont étudié l'effet de l'activité physique chez des gens qui avaient déjà des troubles cognitifs montrent aussi que ça se bénéfique et que ça diminuerait le risque de cognition. Donc, vous voyez que même avec des facteurs qui sont relativement anciens, que l'on connaît depuis longtemps, il y a toujours une donnée nouvelle qui peut venir rebattre les cartes et nous faire repenser différemment ces facteurs. Donc là, pour l'activité physique, l'OMS est pris la recommandation très forte, puisque l'activité physique doit être recommandée chez des adultes avec un fonctionnement cognitif normal pour diminuer le risque de déclin des fonctions cognitives. Donc ça, c'est peut-être le message le plus fort de l'OMS sur l'activité physique. Ils n'ont pas lu la dernière publication qui a lu dans votre site. Alors la nutrition, j'arrive il y a 2 semaines, j'étais à Chypre. Il y avait tout un colloque sur la diète méditerranéenne et les fonctions cognitives, parce qu'à Chypre, ils ont la particularité de produire beaucoup d'huile. Et donc, ça les intéresse beaucoup de voir l'effet de la diète méditerranéenne, et en particulier de l'huile d'olive sur le fonctionnement cérébral. Donc là, la nutrition, c'est très compliqué à réaliser. Autant les niveaux d'éducation, vous pouvez avec une certaine certitude dire, voilà, je fais tant d'années formelle d'éducation, autant la nutrition, mesurer ce qu'on ingère et comment on l'ingère et pendant combien de temps, c'est quand même très difficile. Donc là, les facteurs nutritionnels, ils nécessitent d'avoir des études très très longues
Et on va voir un petit peu, parce que ça intéresse tout le monde, un petit peu aussi les expositions à l'alcool. Mais le régime méditerranéen serait bénéfique. Mais quand je parle de régime, je parle de la façon de s'alimenter tous les jours. Je ne parle pas de prendre une supplémentation. Le fait de prendre une supplémentation n'est pas recommandé. C'est recommandé que si on voit qu'il y a une carence. Voilà, ce qu'il faut, c'est plutôt avoir une alimentation de type régime méditerranéen. Alors, c'est quoi le régime méditerranéen? C'est de l'huile d'olive, pas d'autres graisses saturées, c'est des fruits et légumes frais, c'est du poisson. Et c'est... alors, ce que j'ai découvert il y a 15 jours, que je ne savais pas, parce que dans les publications, ça n'est pas, le régime crétois, c'est beaucoup de pain. C'est pas du pain blanc, donc aussi du pain avec des céréales un peu plus complètes, mais ce régime se caractérise par une consommation de pain extrêmement importante. Et c'est pas mesuré foncièrement dans les études épidémiologiques. Donc peut-être qu'il y avait quelques petites choses à voir. Donc voilà. Ça c'est pour dire que bon, le tabac, on en fait juste une diapo parce que pendant longtemps, il y a un bruit circulé que le tabac pouvait être protecteur. C'est vrai que l'exposition à la nicotine stimule un peu les fonctions cognitives. Ce n'est pas pour autant que de fumer protège d'avoir les maladies d'Alzheimer, même pas du tout. Parce que plus on a étudié ça, et plus on voit que le risque est élevé de développer la maladie d'Alzheimer. Donc là, l'OMS, c'est pareil, fait une recommandation très forte, le tabac, on l'arrête. Alors l'alcool, c'est un peu particulier parce que les premiers travaux qui ont montré l'effet bénéfique potentiel de consommation modérée d'alcool, c'était des travaux bordelais. Et donc, c'était évidemment l'exposition de façon modérée au vin de Bordeaux, chez des gens assez âgés. Et donc, ça fait beaucoup de bruit. Cette publication, c'était la première en ce sens. Et donc, les éditeurs en disaient pas possible. Il y a un lien, il y a un lobbying du vin de Bordeaux. Et donc, ils ont demandé la base de données, les Américains, c'est dans une belle revue. Ils ont demandé la base de données et ils ont réanalysé complètement les données pour retrouver la même chose. Donc, après, d'autres articles ont suivi. Il semblerait qu'il y ait une commande eue, c'est-à-dire que c'est mieux d'avoir une petite consommation modérée qu'être abstinent. Cela ne veut pas dire que si on est abstinent, toujours il faut se mettre à boire, pas de tout. Mais une consommation modérée, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, ce que l'histoire ne nous dit pas, c'est que quand on a une consommation modérée d'alcool, en général, on ne consomme pas forcément tout seul. On fonctionne avec d'autres personnes. Donc, on a des moments de convivialité particuliers. Quand c'est modéré, répété, ça veut dire peut-être qu'on a une façon de s'alimenter, donc de boire en s'alimentant avec d'autres personnes, qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas isolé. Et toutes ces choses-là, on ne les mesure pas. Le plaisir aussi de cette convivialité n'est pas mesuré. Donc aujourd'hui, on pense que derrière ce facteur qui est la consommation modérée de vin, surtout à Bordeaux, eh bien, peut-être que ça cache quelque chose qu'on n'est pas capable de mesurer dans nos études. Et c'est ça la difficulté de l'épidémiologie. On a un facteur, on saute dessus, on croit que c'est un bon facteur, et finalement, après, on s'aperçoit que finalement, il y a peut-être autre chose qui explique ce lien-là. Et puis aussi, quand on fait ce genre d'études, on compare les gens qui ont une consommation modérée à ceux qui ne boivent pas. Sans trop savoir si ceux qui ne boivent pas sont des gens qui n'ont jamais bu, ou sont des gens qui, du fait de l'apparition des problèmes de santé, ont décidé d'arrêter de boire, on fait décider. Cela ne traite pas d'arrêter de boire. Donc du coup, on les compare à des gens dont on ne sait pas trop à qui on les compare finalement, puisqu'on fait un mélange entre ceux qui ne boivent pas et ceux qui ont peut-être beaucoup bu, qui se sont arrêtés. Donc ça, c'est les limites des études épidémiologiques. Et voilà. Alors quand on avance en âge, rien n'est figé dans le temps. Alors j'avais d'autres diapositives, mais bon, on va gagner du temps. L'activité physique, même à un âge très avancé, ça marche bien. La convivialité, ça marche bien. Alors après, il faut faire attention à l'épidémiologie, parce que certainement on prend petits facteurs, surtout avec l'intelligence artificielle, on met tout dans un ordinateur et on pense qu'on va avoir les réponses à toutes les questions. Et alors on a aujourd'hui, il y a un papier qui a montré que si on vit sur une autoroute dans l'Ontario, on a plus de risques de développer la maladie d'Alzheimer. Voilà. Donc on arrive à trouver des facteurs quand même qui posent question, donc il faut se méfier des épidémiologistes. Alors, on s'en méfie. Alors, les nouveaux facteurs de risque, quand même, la conférence sur la nouveauté, on retrouve de plus en plus le lien avec les facteurs environnementaux. On ne sait pas encore bien le mesurer dans nos cohortes à nous,
Donc, il semblerait que les métaux lourds qui sont dans les mousses des arbres, on a retrouvé des associations avec l'altération des fonctions cognitives. Ça, c'est pour les facteurs environnementaux. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travaux qui se développent actuellement sur facteurs environnementaux et maladie d'Alzheimer. Alors, c'est compliqué parce que comme les choses n'avaient pas été prises en compte dans les études épidémiologiques, il faut tout réinventer et tout mesurer. La perte auditive, alors, c'est... là aussi, c'est la perte auditive elle-même, aussi, si l'isolement peut se faire entre elles. La perte auditive va rendre, il y a énormément de travaux qui sortent là-dessus. Et les traumatismes crâniens, alors c'est pas les grands traumatismes, c'est les petits traumatismes répétés. Et la caractéristique sont les joueurs de football, qui tapent le ballon avec la tête, les boxeurs, qui sont, il y a des cohortes de sportifs qui développent la maladie. Alors, les nouvelles évidences, elles tournent aussi autour d'autres facteurs qu'on n'avait jamais abordés, comme des infections. Alors, l'herpès. Là, il y a toute une littérature qui sort. Alors, quand je dis littérature, j'exagère. Il y a une recherche, elle n'est pas encore sortie dans la littérature, mais il y a tout un plan de recherche sur l'herpès. Donc, il y a eu une première publication l'année dernière qui montre qu'en Suède, un corps de 500 000 femmes qui présentaient une infection helvétique qui n'était pas traitée avaient plus de risque de développer la démence que celles qui avaient présenté une infection et qui avait été traitée. Et le traitement réduisait de 11% le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Alors, actuellement, on essaie d'intégrer cette dimension dans les portes françaises. Et des portes à Bordeaux, ils sont pionniers pour ça, pour étudier cela. Alors, ça, c'est finalement la synthèse des facteurs de risque. C'est un papier qui a fait beaucoup de bruit en 2020, qui est paru dans le Lancet. Il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée de mettre tous ces facteurs-là ensemble, de modéliser finalement quel serait l'impact si on enlevait l'exposition à ces facteurs. Et alors, dans un premier temps, il mesure la part qui est liée à ces facteurs-là. Et cette publication dit qu'il y a 40% des cas de démence aujourd'hui que l'on pourrait éviter si on enlevait l'exposition à ces facteurs de risque. Et ces facteurs de risque sont un bas de communication, une perte auditive, des traumatismes crâniens répétés, le fait de fumer, d'avoir des symptômes dépressifs, d'être isolé socialement. Et ça me permettait d'enlever 40% des cas. Sauf que c'est pas parce qu'on a fait la liste de facteurs, c'est pas parce qu'on les a identifiés qu'on peut les enlever comme ça en claquant des doigts. Donc finalement, cette étude, elle est intéressante parce qu'elle nous dit quoi? Elle dit que dans 60% des cas, on ne sait pas. C'est une maladie. Donc dans la majorité des cas, on ne sait pas pourquoi elle se déclare. Les facteurs que l'on connaît les facteurs modifiables ne représenteraient que 40% des cas. Et dans ces facteurs-là, vous voyez, il n'y a pas l'âge. Parce qu'on considère que l'âge n'est pas modifiable. Mais si demain arrivent des jours aux sciences et des jours aux protecteurs, on arrive à modifier le cours du vieillissement, peut-être que les 60% vont être grandement réduits. C'est encore à savoir. Alors bien sûr, il vaut mieux faire plusieurs choses bien qu'en faire qu'une. Et là, c'est un auteur grec qui a montré il y a quelques années, mais ça s'est répété depuis, que si on fait plusieurs choses positives comme une activité physique régulière et avoir un régime méditerranéen, c'est mieux que si on fait que le milieu. Ça se potentialise. Donc, et pour ça, sur la base de ce genre de travaux qu'on a mis en place des études, notamment à Toulouse, sur les interventions multidisciplinaires. Alors, il y a quand même un élément positif. Ça, ce sont les nouvelles données sur l'incidence. Il y a 10 ans, je vous aurais dit ici, on va avoir inexorablement un nombre de plus important de cas de maladie d'Alzheimer. On va avoir un suivi de cas. Je me souviens d'avoir dit ça dans des conférences. 2020, c'est pas du tout vrai. Donc, vous voyez que ce que je vous dis aujourd'hui, ça semble être pas vrai demain. Pour ça, je n'ai pas trop confus. 2020, qu'est-ce qui se passe? 2020, des travaux concordants montrent qu'il y a une diminution de l'incidence de la maladie d'Alzheimer en Europe et en Amérique du Nord. Il y a de grandes cohortes, alors qu'ils se sont mis ensemble, ils ont ajusté, ils ont homogénéisé leur façon de mesurer la maladie, leur façon de mesurer les facteurs de risque, et ils démontrent que la maladie diminue de 13% tous les 10 ans. Donc aujourd'hui, à un âge donné, on a moins de risque de développer la maladie d'Alzheimer que les personnes qui nous ont précédés sur cette terre. Alors, on a des explications, mais c'est quand même important. Ça ne concerne aujourd'hui que les pays qui ont un niveau de socio-économique important. Ça ne s'observe pas au Japon. Ils ont une longévité particulièrement élevée, mais on n'observe pas cette tendance au Japon.
et on ne l'observe pas en Chine et en Afrique pour d'autres raisons. Donc si ce trait-là se continue, on pense qu'on va avoir une réduction de 15 millions de cas en 2040. Donc, vous voyez le message positif. On a aujourd'hui, on sait qu'on a moins de cas de maladie d'Alzheimer qu'on en avait avant. Alors pourquoi? Parce qu'on a une meilleure codification. Surtout, on prend beaucoup mieux en charge les facteurs de risque cardiovasculaire. Votre hypertension, vous la traitez. Votre cholestérol, vous le traitez. Vous ne mourrez plus des maladies cardiovasculaires, mais vous les gérez mieux. Enfin, j'espère. Et du coup, ça se traduit, ça c'est l'effet collatéral bénéfique d'une prévention du cancer, autre chose, de la maladie cardiovasculaire, que l'on va retrouver dans la maladie d'Alzheimer. Voilà, on aurait pu s'attendre à plus de cas, puisqu'on a de plus en plus d'obèses, on a de plus en plus de diabétiques, on porte beaucoup plus d'attention à la maladie. Donc on aurait pu se dire finalement, comme on s'y intéresse plus, on a plus de cas. Mais non, on en a moins. Et en plus, on pense vraiment sur le plan mathématique que c'est sous-estimé. Voilà, donc si la maladie était modifiable, est-ce qu'on pourrait le démontrer? Comment on fait pour démontrer que quand on expose quelqu'un à un facteur, eh bien, qui diminue le risque de maladie? Alors ça, c'est quand on passe de l'observation, des études épidémiologiques, on va interroger les gens, on ne leur fait rien, on ne fait que leur poser des questions et on va mesurer le risque de développer la maladie d'Alzheimer à ce qu'on appelle les essais cliniques que vous connaissez dans le cadre d'une industrie pharmaceutique. On met en place tout un protocole très particulier pour démontrer l'effet d'une molécule. Eh bien, on fait ça en matière de prévention de la maladie d'Alzheimer, parce que quand on dit la dette méditerranéenne, quand on dit l'exposition aux poissons, est-ce qu'il vaut mieux prendre des gélules d'oméga 3 ou est-ce qu'il faut consommer du poisson? Et ce poisson, est-ce qu'il faut le consommer cru ou est-ce qu'il faut le consommer frit? Voilà, les questions sont là aujourd'hui. Démontrons que finalement, on peut prévenir cette maladie. Alors je ne vais pas vous parler de tout ça, parce que c'est trop long, mais c'est juste pour vous montrer. On a fait une synthèse, il y a quelques années, on vient juste de la mettre à jour. Mais ça, c'est le biographique. Ça, c'est toutes les études qui ont tenté de démontrer l'effet préventif d'une intervention. Il y a des gens qui ont testé des médicaments, il y a des gens qui ont testé une nutrition particulière, il y a des gens qui ont testé l'effet de l'activité physique pour prévenir la maladie d'Alzheimer. Tous ces gens ont fait des études. Ici, ce sont toutes les études négatives. Donc, là-haut, c'est les plus anciennes, en bas, c'est les plus récentes. Et les études négatives sont les plus importantes en nombre de sujets suivis, avec des durées de suivi extrêmement importantes. Alors là, je vous ai mis juste une diapo pour vous montrer qu'on suit entre 3 000 et 10 000 sujets pendant 9-10 ans. Vous voyez que ce sont des études très lourdes à mettre en place. Et à la fin, les résultats, ils sont dans la dernière colonne. C'est pas la peine de regarder tout, mais celui-là, le premier, il a été arrêté parce qu'il avait fait indésirable. Le deuxième, il a été arrêté parce qu'il augmente le risque. Le troisième, il a été arrêté parce que la première étude était négative. Le quatrième, il a été arrêté parce que les effets indésirables, les autres n'ont pas été arrêtés, ils ont été jusqu'au bout, mais ils sont négatifs. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu démontrer l'effet protecteur, malgré les 10 sujets, malgré les suivis pendant 2 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais juste vous raconter un petit décès toulousain pour que vous voyez un petit peu pourquoi on n'y arrive pas. Et pourtant, on est capable de travailler. Pourquoi on n'y arrive pas? On a fait un essai pour essayer de démontrer l'effet du Ginkgo-biloba sur l'antioxydant. On a pris presque 700 médecins en France pour faire un réseau de médecins qui avaient l'habitude de faire de la recherche clinique, donc des médecins qui étaient en capacité de faire ces études. Ils ont vu 4000 personnes en consultation. Tous les cas ont été validés dans des centres mémoire qui avaient été mis en place dans le plan précédent. 25 centres mémoire. Donc il y a 2800 sujets qui ont été vus dans les centres mémoire. Et à la fin des 5 ans de suivi, on a eu 134 cas de démence. Ces 134 cas, eh bien, on va les séparer entre ceux qui ont eu le traitement et ceux qui n'ont pas eu le traitement. Vous voyez un petit peu comment ça marche? C'est-à-dire que finalement, l'information qui nous sert à conduire, elle est toute petite par rapport à tout ce qu'il va de mettre en place. Et il y a des sources d'erreurs à tous les étages finalement de l'étude. Et bon, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais finalement, voilà, après ce style d'études, on s'est dit qu'il fallait changer notre façon de faire des études. Alors, vous entendrez parler de l'étude Finger, parce qu'elle va être diffusée en France, je pense, par le ministère. C'est une étude qui a été faite en Finlande, qui est positive. C'est-à-dire que cette étude
a tenté de nous montrer les effets d'une intervention multidomaine. C'est-à-dire qu'ils ont demandé à une personne de faire de l'activité physique, de modifier leur comportement alimentaire et d'avoir une stimulation cognitive. Ils ont demandé tout ça en même temps qu'une gestion très, très, très fine des capteurs de risque cardiovasculaire. Là, l'intéressant dans cette étude, c'est qu'ils n'ont inclus que des gens qui étaient très à risque de développer la maladie entre 60 et 77 ans. Ils les ont suivis pendant 2 ans. Mais voyez, c'est très lourd, ce style. On le demande beaucoup à ces gens. On va leur demander de rentrer dans des groupes d'exercice physique, on va augmenter l'intensité de l'exercice. On va faire ça pendant 2 ans. La stimulation cognitive, c'est des groupes aussi, où on les entraîne à réfléchir sur des tests de mémoire, des tests de suite logique, en fait, des choses qui sont quand même très organisées, très standardisées. C'est très très lourd, et au bout de 2 ans, eh bien, on se rend compte effectivement, l'étude elle marche. Alors, c'est pas la peine de regarder les tests, mais en gros, l'étude elle marche sur le fonctionnement cérébral global. Elle ne marche pas sur la mémoire. Et ça peut vous intriguer. C'est quand même une maladie qui touche préférentiellement la mémoire. Et tout ça marche, mais pas sur la mémoire. Sur d'autres dimensions du fonctionnement cérébral. Peut-être que c'est trop tard pour faire bouger la mémoire. On ne sait pas. Donc cette étude, elle marche. Il y a eu un très très gros lobbying. Et aujourd'hui, il se fait des études filières dans le monde entier. Dans tous les continents, ils sont en train d'adapter cette étude. Alors, on n'est pas... En Brest, à Toulouse, on a fait la même chose. Ça s'appelle l'étude MART. Exactement la même chose. Et pareil, on a fait de l'intervention multidomaine avec des oméga 3. C'est lourd aussi. Ça a duré 3 ans. Peut-être qu'on l'a fait durer trop longtemps. Mais cette étude, finalement, elle n'a pas montré d'effet majeur de l'intervention. Elle n'a pas montré d'effet sur toute la population. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. C'est-à-dire que quand on regarde, parce qu'on avait les données, si on avait inclus les mêmes sujets que les supérieurs, si on avait pris les mêmes personnes, on a donc sélectionné notre échantillon, on a fait passer notre critère, alors vous allez bien calculer, j'espère que vous allez bien, mais à calculer votre risque de développer une maladie d'Alzheimer dans les années à venir, en fonction de l'âge, du niveau d'éducation, du sexe, du fait d'avoir une hypertension artérielle, du cholestérol, du fait d'être inactif sur le plan d'activité physique. Dans MART, dans notre étude française, en majorité toulousaine quand même, si on restreint la population à la même population que les figures, l'essai est positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas tant le contenu de l'intervention qui drive l'effet, c'est la population de départ. C'est-à-dire que quand on prend des sujets qui sont à risque de développer une maladie dans les années à venir, eh bien on a plus de chances, entre guillemets, de leur apporter un bénéfice que si on prend des sujets tout venant, parce que chez eux, pendant longtemps, on ne verra rien, parce que la maladie, elle est tellement insidieuse. Et puis heureusement, il y a beaucoup de sujets qui ne développeront jamais la maladie. Donc, vous voyez que quand on sélectionne les sujets à risque, on peut voir l'effet bénéfique de certaines études. Donc, finalement, cette étude, elle aurait pu être positive. Alors, qu'est-ce qu'on doit conclure de tous ces essais négatifs? Et c'est la dernière partie là, de mon intervention. Quand on voit tous ces essais négatifs, il y a deux façons de conclure. Rien ne marche. Ou il y a des choses qui marchaient, mais on n'a pas été assez fort sur la méthode pour le mettre en évidence. Alors, vous allez vite comprendre. La flèche plus haut, c'est notre vie. C'est la flèche de notre vie. Depuis la naissance jusqu'au décès, on est exposé à tout un tas de facteurs. La flèche du milieu, c'est les études d'observation épidémiologique. Où là, qu'est-ce qu'on fait? Dans le meilleur des cas, on prend les sujets à l'âge moyen de la vie, on va les suivre jusqu'à la fin. Et quand on fait l'essai d'intervention, qu'est-ce qu'on fait? On va se situer à un moment donné de cette flèche. C'est a priori très fort. Hein? On décide à un moment donné d'y aller à cet âge-là. On a une fenêtre de temps très limitée. Donc on a une fenêtre de tir qui est quand même très limitée. On décide de l'intensité de notre intervention. On est obligé de le protocoliser avant. Donc si on en fait trop ou pas assez, on peut passer à côté de la cible. On a une intervention qui est homogène, et c'est ça, je pense, l'avenir de ces études. Notre intervention homogène, c'est que pour tout le monde, on va donner la même intervention. Sauf que vous n'avez peut-être pas besoin de la même chose que vous et que nous. Donc le futur de ces essais, c'est certainement d'avoir des essais de prévention personnalisés qui seront basés sur les troubles ou les déficits ou les incapacités qu'ont la personne, ou tout simplement le mode de vie. Si une personne est sédentaire, il faut agir sur l'activité physique. Mais si une personne s'alimente au McDonald's 4 fois par semaine, elle, on aura peut-être intérêt
à me latiller sur l'activité physique, mais à plus investir sur l'alimentation. Et investir sur tout le temps et en permanence, aussi bien, ça, c'est pas tenable, hein, parce qu'il faut que ce soit fait pendant longtemps. Donc, vous voyez que c'est vrai que c'est un peu utopique, finalement, de penser qu'avec cette petite essai-là, on aurait pu reproduire ce qu'on voit vie entière dans les études d'observation. Mais pour autant, c'est ce qu'on a fait. Donc voilà, l'essai clinique, l'essai randomisé, sans rentrer dans les détails, c'est ce qu'il y a de mieux pour démontrer la relation de cause à effet entre l'exposition à un facteur et la survenue d'une maladie. C'est ce qu'il y a de mieux. Mais c'est ce qu'il y a de mieux si on a certains critères. Et je ne vais pas les passer en revue, mais il y en a rondeur qui sont remplis dans le cadre de ce type d'essai de prévention. Donc on voit bien qu'on est dans une impasse méthodologique et qu'aujourd'hui, on est en train de réfléchir à ces nouvelles méthodologies. Alors, le dernier point sur ces essais d'intervention, c'est que ne rentre pas dans notre étude les sujets qu'on va devoir rentrer. On sait depuis toujours, et je l'ai dit en introduction, que quand on a un haut niveau d'éducation, finalement, on est protégé de l'expression de la maladie. Et il y a des études, notamment françaises, qui ont montré que si on déplie, si on regarde dans le rétroviseur, au moment où on a un diagnostic de la maladie d'Alzheimer ici, si on regarde dans le rétroviseur, ceux qui avaient un haut niveau d'éducation, c'est le bleu clair d'en haut, et il y a des graphiques qui sont un peu plus jolis maintenant, ceux qui avaient un haut niveau d'éducation, pendant très longtemps, même si la maladie est là, elle ne s'explique pas. Ils ont un très haut niveau d'éducation, et donc ils masquent un peu certains tests, et donc ils restent normaux, et quand la maladie arrive, à un moment donné, ça sature, et donc la maladie s'exprime avec une forte puissance. À l'inverse, j'ai ceux qui ont un bas niveau d'éducation, c'est une évolution qui est lentement progressive. Et donc, le problème, c'est que dans nos études, on n'inclut que les leucémies. Donc, c'est plus difficile de voir les choses en matière. Alors, c'est vrai pour tous les essais cliniques. Dans tous les essais, on n'inclut que des gens qui ont un meilleur niveau d'éducation que la population générale, parce qu'il faut qu'ils acceptent de rentrer en études, il faut qu'ils acceptent le concept de prévention, il faut qu'ils acceptent de prendre un placebo éventuellement pendant 5 ans. C'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est vrai qu'on a tendance, sans le faire exprès, on voudrait éviter, mais franchement, on n'y arrive pas. On a tendance à inclure que cela, sauf que dans notre discipline à nous, ça nous gêne beaucoup, parce que cela, il ne touche pas. Donc la probabilité de voir un petit déclin chez ces personnes-là, elle est extrêmement faible. Donc aujourd'hui, pour conclure, je dirais que la communauté scientifique, pour exactement les mêmes raisons, et en connaissant exactement les mêmes données de la littérature, s'affronte. Il y a ceux qui disent on ne peut faire aucune recommandation aujourd'hui en matière de maladie d'Alzheimer, prévention, parce qu'on n'a pas encore eu le grand essai de prévention positive, indiscutable. Le deuxième dit, pour les mêmes raisons, comme il n'y a pas d'essai, c'est trop difficile à faire, eh bien, on fonce, les études d'observation donnent finalement suffisamment d'évidence pour ne pas attendre d'avoir le grand essai qui n'arrivera jamais, qui sera positif, et donc on va d'emblée vers une recommandation. Et ça, ces gens-là qui disent ça, ils ont les mêmes connaissances, ils ont les mêmes données en tête, mais c'est vrai que c'est des positionnements différents. Voilà. Donc ça, c'est aujourd'hui la communauté scientifique qui s'affronte. Alors, quand même, un signal positif, c'est que la diapo du début, je ne voulais pas montrer à ce moment-là, mais les petits points, c'est les publications. Et vous voyez que tous les gens se sont lancés sans publication dans le monde. C'est-à-dire qu'ils sont partis bilantaines en faisant des essais de prévention, mais ils n'avaient pas de publications issues d'essais de prévention. Ils n'avaient que des publications issues d'études d'observation, d'études de cas, et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles les gens ont failli. Et je nous ai vu dans le livre. Voilà, aujourd'hui, on partage nos données. On partage nos données parce que on se dit que si on pouvait baser les futures études sur des études en cours, ce serait quand même bien mieux que d'attendre qu'elles soient publiées. Parce qu'une étude publiée, c'est quoi? C'est, des fois, ils mettent 5 ans pour la publier. Ils publient des données qui datent d'il y a 10 ans. Donc, c'est 2 générations après. Donc, du coup, on est en train d'analyser des données de 2 générations antérieures. Quand on voit comment ça touche, le niveau d'éducation, la façon de gérer son mode de vie, on n'a plus rien à voir avec des personnes qui avaient notre âge il y a 2 générations. Donc, il est normal d'avoir accès à des données contemporaines. Mais pour ce faire, il faut que les gens acceptent de partager leurs données. Et dans le cadre d'un essai, c'est pas facile. Alors, on a monté, chez l'Européen, pour ça. Tout le monde a signé. Quand on a monté le mot européen, on signe, on s'engage, on va partager les données.
Je ne dirais pas qui, mais il y en a un sur les 3 qui n'a pas voulu les donner. Au dernier moment, ils ont dit non, mais nous, on va les donner, mais pas celle-là. Justement, pas ta cognition. Je dis, mais quand même, c'est un essai de prévention sur la cognition, il vous faut la cognition. Eh bien, ils ont tout donné sauf la cognition. Donc, vous voyez que même quand on s'engage, même quand on signe, et même quand on est financé pour, on n'y arrive pas forcément. Alors, voilà, aujourd'hui, le monde se distingue par l'approche américaine. Les Américains ne font pas comme nous, ils ne font pas des études multidomaines, ils ne font pas du style de vie. Eux, ils vont d'emblée vers des essais thérapeutiques au stade très très précoce. C'est-à-dire ils donnent des anticorps monoclonaux qui peuvent éventuellement donner des effets désirables à des personnes qui ne se plaignent de rien. Et ils disent c'est ça le futur de la prévention. En Europe, on est un peu plus frileux par rapport au fait de donner des molécules qui potentiellement peuvent donner des effets indésirables, alors qu'on est en prévention, et en prévention, la plupart des gens ne développeront jamais la maladie. Parce que même si elle est fréquente, la plupart des gens ne la développent pas. Donc en Europe, on est plus tourné vers des essais multidomaines. Voilà, je terminerai. Alors là, c'est quelque chose qu'on ne diffuse pas parce que c'est des positions. Vous avez tous entendu parler certainement de ce médicament, l'aducanumab, qui est le médicament, le premier qui a été autorisé sur le marché aux États-Unis il y a quelques mois et qui n'a pas eu la même autorisation au niveau de l'agence européenne. Alors c'est une histoire très complexe, l'aducanumab. Si ça vous intéresse, je peux rentrer un peu dans les détails. Mais c'est une histoire complexe parce qu'il y a des résultats scientifiques qui sont indiscutables sur les biomarqueurs. C'est-à-dire que cette molécule nettoie entre guillemets le cerveau de ces plaques amyloïdes, de ces protéines anormales dont c'était parlé au début de la conférence. Mais pour ma part, l'approbation de traitement, il faut 2 grands essais. On appelle ça les essais pivotal. Il faut 2 grands essais de phase 3. Ce sont les essais qui s'appellent Emerge et Engage, dans ce cas-là. Et eux, ils ont un essai qui a démontré quelque chose positif sur la cognition, et l'autre essai qui ne l'a pas démontré. Il y avait en plus une petite difficulté méthodologique, c'est que quand on fait ces grands essais, je pense qu'on va être 50 millions de dollars, c'est à peu près ça, 60. Ils font souvent des analyses intermédiaires. C'est-à-dire qu'à mi-parcours, ils font une analyse et ils se disent quelle est la probabilité de voir quelque chose à la fin. Et si on est trop loin de la probabilité de voir quelque chose à la fin, on s'arrête. Et là, dans ces cas-là, ils ont arrêté l'étude. Parce qu'au moment où ils ont fait cette analyse intermédiaire, ils se sont rendus compte que la probabilité d'avoir quelque chose de positif à la fin était extrêmement faible. Et donc, ils ont décidé d'arrêter. Simplement, ils arrêtent. Ils font les échanges avec la FDA pour qu'ils entérinent toutes les données scientifiques. Et pendant le temps de leur échange avec la FDA, l'étude continue. Elle continuait parce qu'il n'avait pas dit il faut arrêter. Donc l'étude continue. La FDA dit on arrête. Puisque cette analyse de futilité, ce qu'on appelle de futilité, cette analyse intérimaire, ne donnera rien. On est sûr que ça ne donnera rien, on arrête. Sauf que pendant le temps où ils ont envoyé les données et où on a dit on arrête, des gens ont continué à être inclus dans l'étude. Et de plus en plus avec des doses plus importantes puisque la dose augmentait progressivement. Et sur ces analyses-là, ils ont vu quelque chose. Alors là aussi, il y a des positions en science. Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Et dans ces cas-là, il faut savoir d'autres études pour voir si ça marche ou pas. Alors, là, on va avoir au mois de novembre 2 grands essais de phase 3 qui vont donner des nouveaux résultats avec le même type de molécule, pas la même, mais le même type de molécule. Donc, peut-être que les nouveaux essais montreront quelque chose. Alors, cet essai-là, on appelle ça la saga, cette étude-là, elle est parfois dans les grands de presse, parce que c'était quand même quelque chose d'assez incroyable. La FDA aux États-Unis a donné l'autorisation contre l'avis des experts, ce qui n'est pas courant. C'est-à-dire des experts se sont prononcés pour ne pas donner l'autorisation de mise sur le marché. La FDA a quand même donné son accord dans un processus accéléré, très plébiscité par les associations italiennes qui voulaient avoir quelque chose. Et au niveau européen, le laboratoire a retiré sa demande parce qu'en Europe, ils veulent des données tangibles sur la clinique et des biomarqueurs, ça les intéresse moins. Donc en Europe, ils ont retiré leur demande. Et le mois dernier,
les services de Medicare des États-Unis qui ont décidé de ne pas rembourser de façon généralisée ce médicament. Donc, vous voyez que c'est une histoire qui va continuer. On espère beaucoup des 2 essais qui vont en sortir. Alors, pour terminer, dans les dernières nouvelles, alors ici, il n'était pas arrivé la semaine dernière, dans les 15 jours qui ont précédé. Alors, c'était très intéressant. Les dernières publications sur l'Alzheimer, c'est l'âge. Alors, ça, c'est chez la souris. Moi, je me dis toujours, je regarde toujours si c'est chez la souris, chez l'or, parce qu'il y en a qui parlent beaucoup de la souris. Moi, j'y crois que je suis plus rassurée quand c'est chez l'or. Alors là, ils ont montré que les souris âgées avaient finalement une façon de dégrader les protéines qui était différente que les souris les plus jeunes. Et notamment les protéines qui sont très en lien avec la maladie d'Alzheimer. Et donc, quelque part, l'âge, alors ça renvoie à des histoires de neurosciences, mais l'âge serait finalement aussi en cause juste dans la production de cette protéine, ou en tout cas dans son absence d'élimination. La deuxième chose, c'est, ça vous avez entendu parler, je pense, à la presse, quand on injecte du liquide céphalorachidien, toujours chez la souris, de souris jeunes à des vieilles, ça va mieux. Voilà, je ne sais pas comment... après, alors ça va mieux parce qu'il y a le facteur de croissance qui intervient. C'est peut-être une piste pour un traitement ultérieur avec ce facteur de croissance. Ça, c'est un résultat récent. Et le dernier, qui, lui, par contre, est un résultat scientifique en soi, mais je pense que ça va révolutionner la prise en charge de la maladie, c'est que la FDA, le 4 mai, là, de ce mois-ci, elle a approuvé un test diagnostic de maladie d'Alzheimer au niveau du liquide céphalorachidien. C'est-à-dire que pour une fois, on va pouvoir utiliser en routine un test diagnostic qui est basé sur de la biologie et non pas sur le faisceau d'arguments. Donc ça, c'est quelque chose, alors bien sûr, il faudra que ce soit dans un contexte particulier, on ne va pas faire une ponction de liquide céphalorachidien absolument comme ça, heureusement, mais c'est quand même pas une avancée, alors toute relative, hein, parce qu'il y a quand même maintenant aussi ces biomarqueurs sanguins, c'est cela quand même qui nous intéresse, qu'on espère avoir dans les jours à venir. Dans les jours à venir, c'est pas dans les années, ça c'est dans les jours à venir. Alors, pour conclure, je dirais qu'on a eu des avancées récentes. Dans les 10 dernières années, on a une connaissance de la maladie qui s'est beaucoup affinée, grâce notamment aux nouvelles technologies. On a des marquages amyloïdes grâce à la nouvelle imagerie cérébrale in vivo. Avant, on disait faire une autopsie pour voir ce qui se passe dans le cerveau. Maintenant, grâce à l'apparition des nouveaux moyens d'imagerie, on le voit sans avoir à faire l'autopsie. On a une identification beaucoup plus précoce des sujets atteints de CPI. Donc ça nous permet une analyse un peu fine de quelle fonction cognitive est altérée ou pas. Et puis, on a cette apparition des jeux conséquences qui peut-être va résoudre 60% des cas qu'on n'arrive pas à résoudre. On ne sait pas, et en 60% des cas, même pas la maladie apparaît. Donc voilà, sur le plan de la science publique, parce que c'est ce qui m'intéresse, on est face à la fois un problème, un enjeu. Il y a tellement de choses encore à découvrir qu'on est face à un enjeu de santé publique. On n'a pas encore ce traitement révolutionnaire. On a aujourd'hui des dizaines et des dizaines d'essais de prévention. On en a fait la synthèse il n'y a pas longtemps. C'est énorme ce qui est en train de se passer en matière de prévention. Mais là aussi, certains disent, mais maintenant qu'on le sait, les diètes méditerranéennes, l'infect difficile, on va faire tout ça, on n'aura plus le mal d'Alzheimer. Et quand on voit le chemin qu'il a fallu parcourir et qu'il faut encore parcourir entre la connaissance et le fait de changer une habitude, et j'ai pris l'exemple du tabac, dont on sait quand même depuis très longtemps que c'est pas si bon que ça. Voilà, le chemin entre la connaissance et le changement de comportement, il est très long. Et quand on vous fait miroiter, entre guillemets, un risque à 20 ans, à 30 ans de développer une maladie, que vous n'avez pas, que vous ne développerez pas, c'est pas si facile que ça que de s'impliquer dans une démarche de prévention. Donc on a de la chance sur les facteurs cibles de la maladie d'Alzheimer, c'est que ces facteurs de prévention, ils sont bons pour toutes les maladies chroniques. Tout ce que je vous ai dit, c'est bon pour la maladie d'Alzheimer, c'est bon pour les maladies cardiovasculaires, c'est bon pour le cancer aussi. Donc finalement, ce sont les mêmes facteurs sur lesquels on peut agir pour retarder l'apparition de nombreuses maladies chroniques. Et c'est pour ça que les neurosciences s'intéressent. Parce qu'il y a lui un dénominateur commun à tout ça, puisque finalement, tous ces facteurs indiqués vont conduire à ces mêmes maladies, enfin, à des maladies diverses qui ont une apparition comme ça, chronique. Voilà, donc je suis prête à répondre à vos questions. Merci.
Merci pour la petite séance très intéressante. Concernant l'effet d'alcool, est-ce qu'il y a une différence entre les différents types d'alcool et est-ce qu'on a l'idée du mécanisme qui joue? Est-ce que c'est une question de dépôt de protéines dans le cerveau ou qu'est-ce qui se passe? Alors, pour l'alcool, pendant longtemps, on pensait que c'était le vin rouge et l'éthanol qui étaient en cause. Et en fait, les chercheurs dans le domaine cardiovasculaire nous ont montré que finalement, ce serait juste l'alcool et pas un type d'alcool en particulier. Après, on nous montre plutôt... Alors, le mécanisme après par lequel l'alcool agit, je n'ai pas la réponse, moi. Mais après, ce qu'on faudrait bien mesurer, c'est le mode d'alcoolisation. Parce que là aussi, on sait que si on boit régulièrement ou beaucoup, c'est pas la même chose. Donc, le mode d'alcoolisation doit être simulé. Mais visiblement, dans ce que vous apprenez, mais ça, c'est d'autres confrères qui vous l'apprennent, parce qu'ils ont étudié, eux, pendant beaucoup plus longtemps les types d'alcool. Ce serait pas un alcool en particulier, mais ce serait juste l'alcool. Mais vous voyez, le message en scientifique n'est pas facile, celui-là. Il n'est pas facile à faire passer. Il faut voir si vous ne savez pas beaucoup. Si vous ne buvez pas, surtout ne vous mettez pas à boire. Mais si vous buvez un peu, c'est mieux de rester avec un petit peu que d'avoir une grosse masse. Si vous buvez à plusieurs, mais pas trop. Voilà. D'autres questions? Oui. Je vous remercie. Écoutez, une question sûrement très très bête, mais qu'on peut peut-être être tous amenés à se poser. À partir de quel problème de mémoire on peut commencer à se poser la question? Parce que on sait bien que généralement c'est la mémoire par rapport aux événements les plus récents. Hein. Ah, j'ai rangé ah oui, je l'ai mis où? Bon, ça, je l'ai rangé la veille et je sais plus où je l'ai mis parce qu'avant c'était le bordel. Je le trouvais directement. Il est rangé là à un endroit vachement intéressant, mais je sais plus où. Par contre, mes affaires, ce que j'ai fait il y a 30, 40, 50 ans, je m'en souviens très bien. Et par contre, on a aussi le fait d'oublier les prénoms de certaines personnes, etc., qu'on rencontre néanmoins presque toutes les semaines. Alors, à quel moment, On sait qu'il la question, comment doit-elle se poser? Alors, raisonnablement. il n'y a pas une réponse très tranchée. Oublier les choses, c'est normal. Oublier où on a des secrets, c'est normal. Oublier le nom des personnes, c'est normal. Oublier ce qu'on a fait, c'est normal, si on ne fait pas attention. Par contre, si on fait attention aux choses et qu'on ne s'en souvient pas, c'est un petit peu plus gênant. Et c'est pour ça que quand on est très anxieux, il faut aller se faire tester. Parce que c'est tout simple, on vous met en situation et puis on vous donne des indices. Et les gens qui ont un jeune problème de mémoire, malgré une accumulation d'indices, n'arrivent pas à retrouver ce qu'ils cherchaient. Alors que vous cherchez vos clés et vous cherchez quelque chose, on va vous dire, mais tu te souviens, on rentrait de la campagne et tu as dit, que vous ayez, qui se sont. Vous voyez, donc du coup, c'est plutôt quand, si quelqu'un, c'est souvent beaucoup l'entourage de son, quand quelque chose ne va pas bien. Parce que c'est eux. Oublier les choses, vous l'avez sans doute fait, parce que c'est la question, on a tous oublié des choses et on oublie tous des choses, et heureusement que tous ces oublis ne sont pas à rattacher à la vie interne. Mais finalement, c'est plutôt quand l'entourage s'inquiète qu'on doit aller se faire tester, ou quand nous-mêmes on est très anxieux, parce qu'il n'y a rien de plus terrible que de ne pas savoir de quoi on souffre. Si nous-mêmes on est anxieux parce qu'on a des trucs de mémoire, voilà. Mais c'est l'attention qu'on y porte. Quand on ne fait pas attention aux choses, et c'est ce qui fait la différence entre un trouble de la mémoire, on va dire bénin, et un trouble de la mémoire plutôt authentique, c'est que quand on ne fait pas attention, voilà, je ne sais pas qui a mis dans la peau quand je suis arrivée. Il y en a quelques-uns que j'ai repérés, mais il y en a d'autres auxquels je n'ai pas prêté attention, et donc je ne m'en souviens pas. Et on me dirait, si on me posait la question comment était habillé un tel, je n'ai pas fait attention, mais je ne m'inquiète pas. Par contre, si j'ai observé pendant longtemps quelque chose et si de la même façon je n'ai pas la réponse à la question, là je vais être un petit peu plus inquiète. Donc c'est plutôt dans le degré que voilà, les clés, les noms, ça c'est tout le monde hein, qui me dit. Mais quand on fait plein de choses à la fois, on sort, est-ce que j'ai fermé Et donc, vous voyez, ce dépistage, il se fait comment? Alors ce dépistage,
il se fait dans des centres mémoire de recherche sur les ressources, soit par des gériatres, soit par des neurologues, qui font une batterie de tests. Des tests assez simples, hein, où on demande aux personnes de récupérer un certain nombre de mots. On va faire, normalement, il y a 5 mots de Dubois. Dubois est un neurologue parisien qui a créé un test assez simple où on doit retenir 5 mots. Je ne peux pas le faire, je m'en souviens pas les 5 mots, mais c'est pas une blague. Voilà, il nous dit 5 mots, il nous dit voilà, vous faites attention, je vais vous demander de les répéter. Les 5 mots, peut-être vous ne vous souviendrez pas de ces 5 mots, mais si on vous dit ah, il y avait un insecte, ben, de suite vous vous rappelez ah, il y avait un outil, ben, vous vous rappelez de ce mot-là. Donc vous voyez, il y a des tests comme ça, et puis après, c'est au-delà des tests, c'est quand même un faisceau d'arguments. On peut faire un examen d'imagerie, si le cas est complexe. Enfin, il y a beaucoup de choses. Moi, je ne suis pas clinicienne, hein, je ne fais pas ça au jour le jour. Je n'analyse que les données de la recherche. Mais on voit bien qu'il y a un faisceau d'arguments. C'est pas sur la base d'un petit test de mémoire qu'on va dire ah, il y a une maladie d'Alzheimer ou pas. C'est souvent plusieurs visites avec des experts qui portent le diagnostic. Voilà, mais on ne s'inquiète pas. Il y a beaucoup d'oubli bénin. Merci pour votre intervention. Est-ce que vous travaillez avec ICOP? ICOP, je suis complètement là, dans ICOP. Je travaille dans ICOP, oui. Vous pouvez rappeler ce que c'est ICOP? Alors, ICOP, c'est un outil qui vient d'être diffusé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et qui est un outil qui évalue les différentes fonctions d'une personne. C'est-à-dire qu'on a un outil assez simple qui évalue les fonctions cognitives, l'activité physique dans le sens où on va évaluer la vitesse de marche des personnes, on va évaluer la force des personnes, on va évaluer s'ils ont des troubles de l'audition ou des troubles de la vision, on va évaluer s'ils ont un petit trouble de l'humeur, s'ils sont un petit peu tristes, et on va l'évaluer régulièrement. S'il n'y a pas d'atteinte, mais la personne continue à être évaluée, alors soit par une infirmière, soit elle-même avec un smartphone, soit par son médecin traitant, elle est évaluée régulièrement. S'il n'y a pas d'alerte, il n'y a pas de prise en charge particulière. Si à un moment donné, il y a une alerte, c'est-à-dire la personne, entre 2 visites, va perdre des points de mémoire, ou va perdre du poids, ou va devenir un petit peu triste, à ce moment-là, il y a une alerte qui est envoyée à une infirmière. Cette alerte est vérifiée. Est-ce que c'est une vraie alerte ou une fausse alerte? Parce qu'il y a une fausse alerte. On avait mal renseigné quelque chose, donc vérifier cette alerte. S'il y a une vraie alerte, cette fonction-là, elle est mesurée. Vraiment. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste les 3 mots pour la mémoire, on fait une vraie évaluation de la mémoire. Au lieu d'avoir juste est-ce que vous avez maigri de façon involontaire, on va faire une vraie évaluation de la nutrition. Et si vraiment là, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on va orienter la personne vers une prise en charge personnalisée et spécialisée. Et l'OMS pense qu'en diffusant ce programme dans tous les continents, on va retarder la perte d'autonomie liée à l'Alzheimer. Donc à Toulouse, il y a une initiative, il y a 20 000 personnes à Toulouse, en Armée-Pyrénées qui sont suivies dans ce programme. Ah, quand même. 20 000. Il y en a 1300 à Angers, 20 000 à Toulouse, pour l'instant. Juste notre... après, je passe le micro. Concernant la connaissance de l'Alzheimer lui-même, quel est l'intérêt pour une personne de savoir qu'elle a l'Alzheimer? Est-ce qu'on sait qu'il n'y a aucune encore moyen pour y remédier? Et est-ce que c'est plus positif de savoir qu'elle est malade Alors, c'est pour ça qu'on ne fait pas de dépistage en population générale. Comme on n'a pas de traitement aujourd'hui à proposer, il n'est pas logique d'aller faire de grandes campagnes en population générale en disant, allez, après 50 ans, tout le monde est testé et on regarde. Non, ce n'est que quand les personnes ont des troubles qu'ils perçoivent et qu'ils vont se faire y évaluer, à ce moment-là, qu'on va on va déclencher les choses pour avoir un diagnostic. Alors pour moi, par contre, quand on a des troubles ressentis, on doit avoir un diagnostic parce que il est quelquefois important pour une personne d'anticiper des problèmes à venir. Si vous avez une personne qui perd la mémoire et qui s'occupe de ses petits-enfants en bas âge et qui les conduit à l'école, etc., donc il est bien pour elle et pour son entourage de savoir que ces troubles ne sont pas anodins. C'est plus dans une réflexion globale que sur ce que l'on va faire comme prise en charge thérapeutique, hein, puisque aujourd'hui, on espère beaucoup de ces 2 essais-là qui vont sortir dans les mois à venir, dans les semaines à venir, mais voilà. Après, c'est vrai que aujourd'hui, mais c'est comme toutes les maladies
chronique, il n'y a pas lieu de savoir très très en avance qu'on va avoir une maladie s'il n'y a rien à faire. Effectivement, ça ne peut qu'augmenter l'anxiété en amont et pour un bénéfice qui n'est pas très important. Oui, ouais, je puis juste demander, comme cette étude, ce programme Nico, on peut participer, enfin, Alors, on me teste sur son téléphone. oui, alors il y a une application qui se télécharge sur le téléphone. Et après, il y a alors le centre on va dire, qui coordonne ça, c'est le Gérontopole de Toulouse. Donc, si vous téléphonez au Gérontopole de Toulouse, au CHU de Toulouse, en gériatrie, ils vous donneront toutes les recommandations pour entrer dans ce programme. Concernant des facteurs génétiques, quelle est la concordance entre jumeaux monozygotes? Entre homozygotes, jumeaux, les jumeaux, alors, les jumeaux et monozygotes. Oui, les jumeaux, il n'y a pas énormément d'études qui ont été faites sur les jumeaux. Ce qu'on regarde, il y en a quelques-unes, hein, mais ce qu'on regarde surtout, c'est le lien avec les parents atteints. C'est-à-dire le risque pour un individu quand un de ses parents est atteint ou deux. Et le risque augmenterait quand deux de ses parents sont atteints. Voilà. Pour les jumeaux, alors là, il y a eu des travaux qui ont montré que les jumeaux, ça dépend de s'ils continuent à rester dans le même environnement ou s'ils changent d'environnement. Ça peut modifier aussi le risque de survenue à plus long terme. Mais il n'y a pas quand même pléthore là sur les jumeaux. Après, les belles études, elles ont été faites sur les nonnes américaines qui vivaient dans un environnement très fermé. Et donc, elles ont donné tout leur cerveau. Donc, il y avait une cohorte comme ça de nonnes, ça s'appelle la nun study, où elles ont donné leur cerveau et ça a permis de faire vraiment les premières avancées sur cette maladie. Elles n'ont pas de consanguinité, c'est rien à voir, mais c'est pour dire que, voilà, elles sont une population particulière où je fais un saut significatif. Moi, j'ai une question. Les études sur les souris. Oui. Donc, étudier les choses sur les souris, c'est pas comme sur les hommes, mais il y a des choses qu'on peut faire, en particulier les générations, le vieillissement, ça va quand même plus vite chez la souris que chez les humains. Alors, je me demandais s'il y a des études, compte tenu de la ligne que tu as montrée, vie entière, etc., sur des facteurs pendant la gestation, en modifiant la nutrition, les gestantes, je ne sais quoi, et voir l'effet, chez les souris, en faisant parier des facteurs de façon contrôlée très tôt dans la vie, alors que effectivement, c'est beaucoup plus difficile d'aller retrouver Alors, chose chez les humains. Honnêtement, je ne connais pas cette littérature-là. J'en ai vu pas mal, mais sur l'évolution à l'âge de l'enfance, enfin, c'est plutôt en fait sur la cognition, il y a le développement de la cognition. Et il y a pas mal de travaux qui montrent comment finalement cette cognition, ce fonctionnement cérébral se développe quand on grandit. J'en ai pas vu, mais je vais pas tout chercher. Quand on vieillit. Par contre, sur la durée de vie, on essaie de faire à Toulouse avec l'équipe d'Angelo Baroni à l'E12NC. On a une cohorte de personnes vieillissantes et eux, ils ont une cohorte de souris. Et donc, on va essayer de voir avec des modèles mathématiques si on ne peut pas prédire des portions de vie que nous, on n'a pas, parce qu'on ne regarde pas l'idéologie entière, et que lui, il y a. Et de notre côté, est-ce qu'on ne peut pas, dans un même temps, nous mettre des facteurs que lui n'a pas chez sa souris? Donc là, on a un travail commun intellectuellement très intéressant à faire financer sur comment on peut faire le lien, l'aller-retour entre les travaux chez la souris et les travaux chez l'humain. Oui, j'ai oublié ma question. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant que celle-là revienne environnement? Est-ce que c'est un facteur de risque? Non, la question. Oui, encore une. Oui. Alors, est-ce que tu recommandes une prise modérée d'alcool pour éviter la saline? Ma réponse, si les gens ont l'habitude d'avoir une consommation dosée d'alcool,
Je n'ai pas d'argument aujourd'hui pour les faire arrêter pour la maladie. Par contre, vous avez vu qu'il y a des travaux quand même qui ne sont pas très très bons pour d'autres maladies où là, il semblerait que l'abstinence soit meilleure que de boire un peu de façon modérée. Moi, et bon, pour couper le... Je me dis que si c'est modéré et si c'est dans un environnement convivial et qu'on partage, qu'on a le plaisir, et que, etc., on n'a pas à démontrer sur le plan de... Je parle de la cognition, la dysfonction cognitive et de la maladie d'Alzheimer. On n'a pas démontré d'altération. Par contre, il ne faut pas dépasser la dose, parce que ça, c'est pas bon. Donc, mais ce n'est pas une vraie recommandation, parce que je suis quand même médecin de santé publique et que par ailleurs, je sais que ce n'est pas bon pour d'autres maladies. Donc, on est très embêtés. Je n'ai pas d'évidence pour dire que ce n'est pas bon pour la maladie d'Alzheimer. Par contre, j'en ai dans d'autres domaines, mais je peux faire comme si je ne les voyais pas. Et voilà. Oui. C'est revenu. Bon, vous voyez. Ah, c'est grâce à l'idée de savoir si l'alcool et ce dont je vais parler, c'est des modifications, c'est lié à des idées de relations interpersonnelles, donc de stimulation cognitive. Parce que bon, moi, j'ai des problèmes auditifs, et je me pose la question, est-ce que c'est un problème justement du cerveau? Parce qu'on sait que les personnes qui entendent mal perçoivent moins de sons, et donc le cerveau travaille moins pour analyser les sons et tout ça. Alors, est-ce que c'est un problème physique? Est-ce que c'est un signal d'un problème de mauvais fonctionnement du cerveau? Enfin, vous voyez, c'est un petit peu... Alors, on n'a pas encore la réponse. C'est pour ça que là, je fais partie d'un projet européen où on essaie de faire la part des choses entre la cognition et les troubles auditifs, avec des variables dont on sait qu'on n'arrivera pas à les isoler. C'est-à-dire que si les gens ne sont pas appareillés, ils s'isolent. Ils s'isolent inexorablement des autres. Et donc, qui dit isolement, dit à un moment donné perte de l'élan, un petit peu de troubles un peu dépressifs, et donc, évidemment, que ça peut après conduire vers une perte de cerveau si on ne l'utilise pas, on perd un petit peu. Hein. Donc, voilà, ce qu'il faut, c'est justement pousser les gens à se faire appareiller pour ne pas laisser s'installer pendant trop longtemps le risque d'être isolé. Après, si les gens ne sont pas appareillés, mais qu'ils ne sont pas isolés et que ça les gêne pas d'avoir quelqu'un qui leur crie à beauté pour entendre et que ça se passe, qu'il y ait le modus vivendi comme ça, peu importe ce qu'il faut, c'est l'isolement. Donc, il n'y a pas de règle absolue, mais c'est l'isolement qu'il faut rompre l'isolement. Voilà, c'est ça. Du coup, votre question m'a inspirante. Je me rends compte. Justement, est-ce que chez les malentendants ou sourds qui n'entendent pas, il y a eu des études sur les fréquences et les facteurs déclenchants, les facteurs de risque par rapport à l'Alzheimer? Et est-ce qu'il y a une différence pour ceux qui utilisent la langue des signes et ceux qui ne l'utilisent pas? Alors là, je ne peux pas répondre parce que dans les cohortes épidémiologiques, les personnes qui ne peuvent pas faire les tests sont exclues. Donc sur les données épidémiologiques, on ne les a pas. Donc il faut aller regarder dans des études ad hoc qui n'étudient que ces personnes-là, comment ça se passe. Parce que de fait, elles ne sont pas incluses dans les études parce qu'on ne peut pas leur faire passer les tests cognitifs. Parce qu'il y a des tests où il faut voir, il y a des tests où il faut entendre. Donc il faut qu'ils aient d'abord la langue de naissance, qui soit la langue qu'on utilise dans les tests. Et voilà, donc il faut ça. Après, là, moi, je travaille aussi avec un État au Nouveau-Mexique où ces tests sont passés auprès des Indiens qui ne parlent pas la même langue. Et donc, ils sont en train de développer des tests pour évaluer les fonctions cognitives des tribus d'Indiens parce que, voilà, il y a d'autres façons de mesurer la condition que nos tests. Hein. Il faut adapter à la langue. Donc, c'est vrai que nous, on est un peu handicapés en épidémiologie parce que toutes ces personnes qui sont atypiques, eh bien, ne peuvent pas rentrer dans nos études. Donc, dans les grandes cohortes qui ont la puissance suffisante, etc., eh bien, quand même, ça parle. Est-ce qu'il y a d'autres questions à te redonner? D'autres questions? Bon. Merci beaucoup. Merci.